Donc je suis très heureux de me trouver en compagnie de Marc Répon. Merci. Marc Répon qui est philosophe, l'un de nos grands philosophes, enseignant à l'École normale supérieure, qui travaille depuis bien longtemps sur la question de la violence, la question des violences, et la question de la parole s'inscrit, je crois, de manière importante dans son travail, dans ton travail. D'ailleurs, à la fin de la présentation, il y aura un petit moment de signature, si vous le désirez. Et notamment, il y a les 7 leçons de la violence, 7 leçons sur la violence, ouais, qui est le dernier livre de Marc, en date. C'est très étrange, parce que dans un des dépliants que j'ai eu, il y avait une erreur sur le titre. Et c'était plus 7 leçons sur la violence, c'était 7 leçons sur la vie. Ah, la violence. Voilà. C'est un petit peu différent. Donc, on a une thématique cette année qui est l'éloge de la parole. C'est la 3e année que le festival a choisi de faire l'éloge de quelque chose. On a fait, il y a peut-être des gens étaient là déjà il y a 3 ans, il y a 2 ans, l'éloge de l'incertitude. Après le Covid, c'était pas mal. On a fait l'éloge de la joie. On en avait besoin dans un moment dur aussi de guerre. Et là, on s'est dit tiens que l'éloge de la parole, c'était pas mal, surtout à un moment de l'histoire où la parole se libère. Où la parole est considérée comme émancipatrice. Mais on va essayer d'être un peu plus malin que ça et de s'interroger sur l'importance, effectivement, de la parole qui peut se retourner. La parole peut aussi être c'est une arme à double tranchant, bien entendu. Donc, j'ai une première question. Quand on a commencé à en parler tout à l'heure sur le chemin, Marc m'a dit, moi j'aime bien m'interroger en philosophe sur la négation. L'éloge de la parole, pour moi, c'est d'abord l'éloge, le problème de l'absence de parole. Je te donne la parole. Merci beaucoup, merci. Oui, je vais commencer, je vous promets que je ne vais pas raconter ma vie, mais je vais commencer par une expérience qui m'a beaucoup marqué, qui a probablement fait de moi le philosophe que je suis, qui travaille depuis plus de 15 ans sur les questions de violence. Je me suis trouvé, une fois dans ma vie, pendant de longs mois, privé de parole. J'ai été, au milieu des années 1980, envoyé faire ma coopération, parce que je fais partie des générations qui faisaient encore le service national, en URSS, dans un pays totalitaire, donc, où, pendant plusieurs mois, il m'était impossible de parler. Je pouvais pas, évidemment, raconter à mes proches ce que je voyais, ce qui me heurtait, cette expérience, voilà, d'un régime totalitaire où le silence était de règle. Je pouvais pas le raconter à mes proches, je pouvais pas le leur écrire, je pouvais pas non plus leur téléphoner, parce que dès que je demandais la communication avec la France aux centrales téléphoniques, on entendait le branchement, les lettres étaient ouvertes, ma chambre était visitée, et j'avais tout le temps quelqu'un sur mon dos et je savais jamais à qui parler. Donc tout ce qui m'arrivait, tout ce que je ressentais, je ne pouvais pas le dire. Donc la question de la parole, elle est pour moi essentiellement, fondamentalement liée à celle de la liberté. Et puis tous les gens avec lesquels j'ai vécu là-bas, au fur et à mesure que les liens se formaient, avaient toujours une parole réservée, avaient toujours une parole contrainte. On se méfiait de ce qu'on pouvait dire, la parole n'était jamais libre. Donc, je pense que la première éloge de la parole, elle commence par la prise de conscience de ce que signifie sa privation. Nous avons la chance de vivre dans un pays où, à peu près, on peut parler librement. À peu près librement, et encore, bon, il y aurait certainement beaucoup de choses à dire. Mais partout dans le monde, il y a des pays où on ne peut pas parler librement. Il y a des pays de grande privation de la parole. Il y a des pays dans lesquels on est arrêté pour un mot de trop. Et on peut passer de longues années en prison pour un mot de trop, un écrit de trop. Donc, oui, la parole, c'est un bien précieux parce que c'est ce dont nous avons besoin pour être libres. On peut penser à l'Afghanistan où des femmes même ne peuvent même plus chantonner, siffloter. Oui, c'est-à-dire que dès qu'un régime... L'enfermement de la parole. Oui, dès qu'un régime répressif se met en place, il commence par priver, pas seulement les intellectuels, mais les citoyens, les femmes, souvent, de parole. Et il y a un certain nombre de voyants rouges qui s'allument. C'est-à-dire quand un régime bascule d'un semblant de démocratie ou d'une démocratie fragile dans autre chose, l'autoritarisme ou le totalitarisme,
eh bien, ça se traduit progressivement par plein de confiscations de parole, plein de confiscations, et ça c'est très important de lier la parole à ça, d'espaces de parole. Dans le fond, la parole, elle est liée à des espaces comme cette rencontre à l'école. Il y a des institutions scolaires où on peut parler d'autres systèmes scolaires où c'est plus difficile. Et puis voilà, les musées, les théâtres, etc. C'est intéressant. J'avais jamais pensé que l'un des critères de l'absence de démocratie pouvait être le manque d'accès à la parole. Mais c'est intéressant comme théorie, en tout cas on pourrait essayer d'y réfléchir ensemble. Mais, si je me fais l'avocat du diable, prenons un régime totalitaire, l'Allemagne nazie, Adolf Hitler est arrivé au pouvoir par la parole. Alors, la parole est à la fois notre bien le plus précieux, on va certainement beaucoup en parler. La parole, c'est le lieu de la rencontre, c'est ce qui nous permet d'aller vers les autres, c'est ce qui nous permet de nous adresser à eux, de les écouter. Donc il y a toute une éthique de la parole dont on parlera aussi. Et puis il y a aussi une politique de la parole, il y a des politiques de la parole, il y a des usages redoutables, pervers, meurtriers de la parole. Et la parole, c'est une arme redoutable, c'est un instrument de propagande, c'est un instrument de captation des esprits et des consciences. Donc oui, évidemment, mais c'est une parole, pour rebondir sur ton exemple, c'est une parole qui ne se déploie que sur le fond d'une confiscation de la parole. Parce que c'est une parole monolithique. C'est une parole qui n'admet que des perroquets. C'est ça l'expérience du régime totalitaire. C'est qu'il n'y a pas d'autre parole possible que celle qui répète la parole monolithique de l'idéologie au pouvoir, du parti au pouvoir et en général du dictateur. Donc c'est une parole dont le pouvoir repose entièrement sur la confiscation de la parole, puisque ce qu'il redoute le plus, c'est justement que subsistent, que se maintiennent ici et là d'autres espaces de parole. Moi, je trouve que le plus beau éloge qu'on puisse faire de la parole, c'est le fait que lorsqu'une dictature arrive au pouvoir, par la parole, effectivement, la première chose qu'il fait, c'est de la supprimer, de la contraindre, de la contrôler, de n'en admettre aucune qui puisse... Peut-être parce qu'il sait lui-même la puissance de la parole, puisqu'il y est parvenu au pouvoir par cette même parole. Et c'est intéressant parce que dans ces régimes autoritaires, voire totalitaires, et Orwell en parle dans 1984, mais Victor Klemperer en parle sur la langue du Troisième Reich, il y a une parole avec une langue particulière. C'est-à-dire que dans ces dictatures-là, la parole, tu dis qu'elle est monolithique, mais elle est aussi quasiment nouvelle. C'est-à-dire que c'est des nouveaux mots, une nouvelle façon de penser. Parce que la parole, c'est évidemment l'expression d'une pensée. Oui, c'est une nouvelle pensée, c'est une nouvelle parole, c'est la fameuse novlangue qu'on trouve dans 1984 de George Orwell, mais c'est une parole, du coup, complètement contrainte et formatée. C'est-à-dire, c'est une parole qui ne laisse aucun espace de liberté. Et ça me permet de dire quelque chose, de rebondir sur ce lien entre la parole et la liberté. En réalité, c'est très compliqué, une parole libre. C'est beaucoup plus rare qu'on ne le pense. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on parle, on répète. Parce qu'il y a un perroquet qui sommeille en chacun de nous. Et il y a des expériences très, très surprenantes qui nous le rappellent. Je rappelle ça très souvent à mes étudiants, parce que je parle beaucoup du langage, de la parole avec eux. L'idée, dans le fond, que la parole suppose une invention. Elle est libre lorsqu'elle est inventive, elle est libre lorsqu'on trouve les mots. Nous en faisons très souvent l'expérience. Nous en faisons l'expérience chaque fois que nous disons « les mots me manquent, je n'arrive pas à le dire ». Donc ma parole à ce moment-là, dans les mots que je t'adresse, dans les mots que je dis, c'est pas tout à fait les miennes. C'est bien ma parole et en même temps c'est pas la mienne. Je vais vous donner un exemple très simple, une expérience que nous avons tous fait dans notre vie. Lorsque quelqu'un vient vers nous chagriné, lorsqu'il a un chagrin profond, le chagrin d'une séparation, ou le chagrin d'un deuil, et surtout le chagrin d'un deuil. Et lorsque nous voulons lui exprimer, dans le fond, que nous nous associons à son deuil, lorsque nous voulons nous exprimer notre compassion, lorsque nous voulons lui témoigner, dans le fond, de notre soutien, très souvent les mots nous manquent. Très souvent, lorsque nous écrivons une lettre de condoléances, très souvent nous avons l'impression que ce que nous disons, en réalité, c'est tellement banal, c'est tellement pas à la hauteur de ce que nous ressentons, de ce que nous voudrions dire, que les mots nous échappent. Donc la parole, c'est notre bien le plus précieux, c'est un bien difficile, c'est un bien qui demande un exercice, qui demande une éducation. Et pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant,
dont la possession est toujours piégée. Parce que elle peut se dérober à nous. Parce que, dans le fond, elle peut donner lieu à des automatismes, à des réponses toutes faites. On sait très bien, par exemple, une autre expérience, c'est dans l'éducation. Dans l'éducation des enfants, quand un enfant vient vers vous, il a ses soucis, il a ses interrogations, il attend de son père, de sa mère, de celui, un secours, une parole secourable, une parole qui va lui dire des mots dont il ne va pas avoir l'impression que c'est un automatisme, que c'est quelque chose de tout fait, de tout trouvé, etc. Ça nous rappelle encore, dans le fond, cette éthique de la parole qui fait qu'elle doit être, alors je vais pas lancer beaucoup de mots philosophiques difficiles, mais j'en lance un quand même, elle doit être idiomatique. Elle doit être inventive. Elle ne doit pas être une parole de perroquet. Et elle peut être consolatrice. En l'occurrence, avec l'exemple que tu donnes, la parole console davantage qu'un geste. Alors la parole console davantage qu'un geste. Oui, d'abord, il y a des gestes qui sont très parlants. Il y a des gestes qui peuvent être très parlants. Et puis, on va peut-être pas se lancer dans une grande dissertation ici sur la parole et l'écrit, mais l'un des grands... Je pense que les gens aiment bien la philosophie, on peut y aller. Oui, mais l'un des grands... On a un public motivé, comme on dit. L'un des grands privilèges de la parole, c'est qu'elle est très corporelle. C'est que dans le fond, lorsqu'on parle, tout le corps s'exprime. Si vous parlez et que vous vous ennuyez en parlant à votre interlocuteur, ça se voit, pas seulement dans ce que vous dites, mais ça s'exprime corporellement. Donc, le fait que dans la parole, le corps soit autant investi, c'est ce qui lui donne cette puissance-là. Et cette puissance peut être effectivement une puissance consolatrice, à condition, justement, que cette parole se donne du mal. Oui, et de fait, la parole est corporelle, puisque ne serait-ce même que on n'a pas de médecin ici, enfin peut-être il y en a, hein, mais la parole, c'est d'abord un corps, c'est une posture, c'est des cordes vocales qui vont vibrer. C'est un souffle. C'est un souffle. C'est une respiration, ce sont des intonations. Il y a une chose que je dis souvent... à mes étudiants, je leur dis, il y a 2 points aveugles dans l'existence. Il y a 2 points extrêmement mystérieux dont on ne peut pas reconstituer l'origine. Le premier point, c'est évidemment la finitude. C'est le jour, il y a un moment dans sa vie, d'ailleurs les deux sont assez liés, il y a un moment dans sa vie où on découvre que tous les êtres vivants qui nous entourent, ceux qu'on aime, etc., et ceux qu'on aimera sont mortels, et donc on découvre la finitude de l'existence. Quand on est un petit enfant, il ne sait pas ça. Il y a un jour, il le découvre. C'est pas forcément lié au moment où on va avoir l'expérience de la mort d'un proche. Parce que les deux peuvent être dissociés. Il y a un jour où on sait, et ça change tout. Il y a un jour où ça change tout, mais personne n'est capable de dire exactement le jour où il a su que tout être vivant était mortel. Et le deuxième point, alors moi j'ai la conviction que les deux sont liés, mais ça c'est autre chose, parce que c'est l'expérience la plus bouleversante. Il n'y en a pas de plus bouleversante dans l'existence, il n'y a pas de savoir plus bouleversant que celui-là. Et le deuxième point mystérieux, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est nous nous identifions tous, les uns et les autres, par notre voix, par notre façon de parler, par le rythme de nos phrases, par nos intonations, par le souffle de notre parole. D'où ça vient ? Comment on l'a acquis? Qu'est-ce qui fait que je parle comme je parle? Ça n'est pas reconductible seulement à l'éducation, ça n'est pas reconductible seulement à ce que j'ai appris à l'école, mais ça me définit. Ça me définit aux yeux des autres. Ma parole, c'est moi. Ma parole, c'est moi parce que dans ma parole, il y a tout. Il y a mon corps, il y a mon histoire, il y a même mon histoire la plus secrète dont je n'ai pas conscience moi-même. Donc la parole, elle est plus encore que l'écriture. Elle est tellement... une partie de moi-même, elle est tellement moi-même que c'est une des grandes énigmes, un des grands mystères de l'existence, de savoir comment elle m'a constitué, d'où ça vient que je parle comme je parle quand je m'adresse aux autres, etc. Ben justement, on va basculer sur un thème, pour le coup, très actuel. Tu parlais du corps, de la parole, de ce qu'elle signifie. La parole peut être libératrice. Je pense à un moment en particulier aujourd'hui. On va prendre un exemple, tiens, l'exemple de l'abbé Pierre. Ah. Comment est-ce que le philosophe que tu es, qui a réfléchi à la question,
Parce que la parole de l'abbé Pierre, c'est une parole qui, pour des gens de notre génération, de la vôtre, a été une parole très puissante. Les mots de l'abbé Pierre en 54, l'appel de l'abbé Pierre, c'est quelque chose qui nous a constitués. Et aujourd'hui, on a une parole qui vient détruire ça. Alors, comment est-ce que tu peux nous... Est-ce qu'il y a un éloge de la parole à faire ici, ou au contraire? D'abord, on a tous, on vit, enfin beaucoup, en tout cas, j'imagine, ces révélations sur le comportement de l'abbé Pierre, sa nature, comme un véritable, on la vit comme une sidération. Et si c'est une sidération, c'est parce que il y a un contraste insoutenable, en réalité insupportable, entre ce que cet homme, l'abbé Pierre, je me méfierais du verbe incarner, mais quand même il l'a incarné, peut-être trop, peut-être qu'il était justement idolâtré de ce point de vue-là, et il incarnait dans le fond des choses auxquelles on a envie de croire, qui sont liées à la parole, qui sont le soutien, le secours, l'humanité, la solidarité, tout ça, la fraternité, tout ça, ce sont des actes de parole, des gestes de parole, un souffle. Et puis il y a ça, et il y a la réalité des agressions, et il y a le fait que sa notoriété, sa célébrité, tout ce qu'il incarnait, tout ce que nous avons idéalisé en lui à juste titre, et nous avions raison d'idéaliser la fraternité, le soin, le secours, l'action d'Emmaüs, etc. Ce qui est insoutenable, c'est que tout ce que nous avons idéalisé se trouve tout à coup remis en question, abîmé par ce que nous découvrons, à savoir que ces gens qui venaient pour chercher secours, qui venaient chercher soutien auprès de lui, ont pu être, par sa faute, enfermés pendant des décennies dans des murs du silence. Et donc il y a dans le fond ce que ça nous révèle ici, c'est que il y a jamais de parole transparente. Il n'y a jamais de parole absolument claire. Mais ça veut dire que derrière toute parole, il y a des secrets et il y a une part d'obscurité. Donc nous avons reçu la parole de l'abbé Pierre, qui nous a porté comme une parole limpide, comme une parole transparente, comme une parole ouverte sur les autres, dont nous étions à milieu de pouvoir imaginer qu'elle était, qu'elle pouvait se retourner en son contraire. Oui, parce que donc elle avait sa part d'obscurité. Parce que la parole, c'est vrai que franchement, j'avais pas pensé à ça, mais quand on regarde François Hollande est parti, donc on peut le dire, mais la parole des politiques, on sait toujours que voilà, des choses sont dites, la parole des publicitaires, on n'y croit pas, la parole des journalistes, on la met en cause, etc. La parole de l'abbé Pierre, c'était précisément peut-être la parole limpide, la parole qui change le monde, la parole qui n'avait... Enfin, personne n'aurait pu imaginer que cette parole masquait un silence coupable. Voilà. Ce que je veux dire encore sur la parole de l'abbé Pierre. C'était une parole nécessaire. Parce que ce que je crois, moi, profondément, on m'a beaucoup posé la question ces dernières semaines. Ce que je crois beaucoup, c'est que, d'abord, nous avons tellement d'exemples, on en a déjà croisé quelques-uns, de paroles qui sont identifiées au mal, de paroles maléfiques. Nous avons tellement d'exemples autour de nous de gens qui incarnent le mal, que nous avons besoin, à l'inverse, en même temps, parce que ça rend la vie vivable, de personnes, non pas qui incarnent le bien, mais qui nous donnent confiance dans la possibilité du bien. Et dans le fond, l'abbé Pierre, je crois que c'est quelqu'un qui nous donnait envie de croire dans la possibilité du bien. Et il y a des milliers et des milliers de gens qui l'ont suivi sur plusieurs générations et qui, sans doute, s'estiment légitimement trahis. Et donc, cette parole était nécessaire. Voilà. Mais ce que nous découvrons aussi, c'est que pour autant, il était sans doute illusoire de l'idéaliser parce que quoi que porte une parole, elle garde toujours sa part d'obscurité, sa part secrète.
Et voilà. Et donc, et le plus insoutenable dans l'idée, c'est l'idée que peut-être cette prédation, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ces agressions se sont portées sur des gens, et souvent des très jeunes gens et des très jeunes filles, des femmes et des très jeunes femmes et des jeunes filles, qui venaient demander secours. Et ça, c'est le plus insoutenable, parce que cette idée-là, cette idée, dans le fond, que la parole secourable qu'il leur apportait, le soutien qu'il leur donnait, pouvait être monnayable. Nous ne sommes encore qu'au tout début, j'imagine, des révélations. C'est quelque chose qui fait du mal. Oui, et en plus, on a désormais une autre parole. Alors, il y a l'autre parole écrite de l'abbé Pierre. Vous avez peut-être vu les courriers assez violents qu'il envoyait pour dire « taisez-vous », voilà, pour appeler au silence. Exactement. Appeler au silence ceux qui pouvaient parler. Donc, encore une fois, la parole, il voulait maîtriser la parole. Et aujourd'hui, la parole se libère. Alors, j'aimerais qu'on ouvre cette question de la libération de la parole, qui est alors pour le coup consubstantielle à MeToo, ce grand mouvement sociétal qu'on vit depuis 7 ans maintenant sur les violences sexuelles et sexistes en France et dans le monde entier. Cette libération de la parole, comment est-ce que tu l'as accueillie toi en tant que philosophe? Et comment les philosophes parlent de la parole en fait? Alors, quelques années avant le mouvement MeToo, j'avais organisé à l'École normale supérieure des journées, une série de journées sur la non-violence. Et à cette occasion, on avait une grande journée entière qui était dédiée au mur du silence. Et donc, il y a des violences, des agressions, dont le traumatisme est redoublé du fait qu'elles enferment leurs victimes dans des murs du silence. Et donc, la parole ne peut pas s'exprimer. Il y avait, que ce soit sur l'inceste, que ce soit sur les agressions sexuelles, que ce soit sur les viols, il y avait cette idée quand même qui courait dans la société que le temps ferait son œuvre, que le temps guérirait le traumatisme, et que donc, alors que le temps jouait pour les prédateurs, en réalité. En réalité, ce que nous découvrons, le fait que toutes ces paroles qui se libèrent, se libèrent souvent très tard, qu'il a souvent fallu un très très grand laps de temps entre l'agression, la violence et la libération de cette parole, c'est que, quels que soient les degrés de résilience, le traumatisme ne s'efface pas. Donc il y a quelque chose dans cette libération de la parole qui est de l'ordre d'une salvation, elle est un élément de salut, elle est, dans le fond, une étape qui manquait dans la façon de vivre avec le traumatisme que laissent ces agressions-là. Donc, ça nous dit, ça a plein d'effets. Donc, ça a un effet sur les victimes elles-mêmes, et je pense que ça a un effet sur la société qui décidément qui désormais ne peut plus fermer les yeux, ne peut plus refuser de voir ce qui est à voir, ne peut plus refuser, ne peut plus en tout cas se organiser ou s'enfermer dans l'invisibilité. Parce que c'est ça que je voudrais dire à propos de la parole, là, de cette libération de la parole. Elle a un effet de visibilité. Donc la parole, elle nous sert aussi à voir. Nous avons besoin des mots, nous avons besoin de la parole pour voir ce que sans elle, nous ne savons pas voir. Et c'est ça la vocation des écrivains. C'est ça la vocation des philosophes. Les philosophes, parfois, ils font quoi? Ils permettent simplement, avec leurs mots, de mettre des mots sur ce que les uns ou les autres peuvent ressentir, éprouver, sans savoir forcément l'exprimer, et peut-être de les aider à se le rendre visible à eux-mêmes. Voilà. On va poursuivre sur la question de la libération de la parole, mais on va faire comme en cours une fiche
sur les grands philosophes de la parole. Est-ce que tu peux nous faire ça, mais rapidement, nous dire quelques jalons, qui sont les philosophes à connaître? J'aurais vraiment dû me douter que tu allais me faire un coup pareil. Non, mais c'est consubstantiel à l'histoire de la philosophie. Et moi, ça m'intéresse. Ça tient. Bon, d'abord, il y a dans les grands dialogues de Platon, l'un des plus importants dialogues de Platon, celui que normalement on est censé étudier en terminale, il y a un dialogue qui s'appelle le Cratyle. Et le Cratyle, c'est un grand dialogue sur le langage. Et puis, il y a aussi un autre dialogue de Platon, qui a été très longuement commenté beaucoup plus tard par Derrida, qui s'appelle le Phèdre. Et dans le Phèdre, Platon, dans le fond, fait valoir la supériorité de la parole sur l'écrit. La supériorité de la parole sur l'écrit avec... bon. Mais on peut dire ensuite que toute l'histoire, une grande partie de l'histoire de la philosophie, a valorisé l'écrit au détriment de la parole. A valorisé l'écrit au détriment de la parole. Donc, on va avoir beaucoup de philosophes qui vont parler du langage. Il y a des théories du langage, des philosophies du langage tout au long de l'histoire de la philosophie. Beaucoup moins de la parole en elle-même. Et puis il y a la psychanalyse. Alors, on n'y est pas encore. Pardon. Si tu veux ton histoire, il faut laisser le temps de la raconter. Beaucoup moins encore parce que beaucoup moins de la parole pour une raison très simple. C'est que la valorisation de l'écrit est liée à la valorisation de l'idée, à la valorisation de la pensée, et qu'elle se fait au détriment du corps. Tout le dualisme qui instaure, dans le fond, une dualité entre l'âme et le corps, va valoriser la lettre au détriment de la parole, parce que la parole, et ça nous ramène à ce qu'on disait au début, c'est le corps, c'est le souffle, c'est ses hésitations, c'est ses imperfections. Voilà. L'écrit permet un contrôle, en fait, de ce qu'on dit, beaucoup plus grand que ne l'est la parole. Et puis alors, après, je pense qu'il y a deux grands... enfin, il y en a plein, il y a plusieurs grands, mais il y en a un, c'est Rousseau, quand même. C'est l'éloge de la parole par Rousseau, et c'est pas tout à fait par hasard. Rousseau, quand même, dans son projet d'éducation... Rousseau, dans son projet éducatif qui est l'Émile, valorise la parole au détriment des livres, de l'écrit, etc. Et puis après, il y a évidemment la psychanalyse et tout ce qu'a ouvert la psychanalyse. On s'arrête dessus 2 secondes parce que je pense que la psychanalyse, c'est un jalon très important dans l'éloge de la parole, parce que ce que la psychanalyse nous dit, mais tu vas le dire mieux que moi, c'est à quel point la parole révèle quelque chose de l'âme. Ben, la psychanalyse, c'est un exercice de la parole. Elle fait advenir une parole, une vérité même, une vérité, voilà, que sans ça resterait refoulée, enfouie. Et puis la psychanalyse, dans le fond, dès lors que elle explore ce qu'il y a de plus obscur, de plus caché, dont on a dit déjà tout à l'heure que ça transparaissait dans la parole, que c'était une dimension de notre rapport à la parole, eh ben, elle le met au jour. Et avec, alors pour le coup, un courant lacanien, Lacan qui va encore plus loin, parce que les mots, les jeux de mots, les erreurs, l'hésitation racontent encore plus peut-être que ce qu'on dit. Exactement. C'est-à-dire que en réalité, rien ne nous révèle autant que notre parole. C'est absolument insupportable de passer un dîner avec un psychanalyste, parce que chaque fois que vous dites un truc, il va vous sortir. Voilà, moi je redoute mes amis psychanalystes, parce que j'ai l'impression que de temps en temps, dans ce que je vais dire, ils vont trouver quelque chose que moi je n'y trouve pas. Ah oui, j'ai mal au genou, le jeu nous, et le nous, oui. Le jeu et le nous, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça dit de vous? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà. Oui, c'est ça. Mais alors, ça, c'est la psychanalyse. Et puis, il y a la sociologie. J'aimerais qu'on dise un mot là-dessus. Certains peut-être étaient là ce matin quand j'ai fait Comment débattre. J'ai parlé de Pierre Bourdieu et d'un livre que j'aime beaucoup, Ce que parler veut dire. Oui, alors... C'est une autre couche dans ce que la parole peut révéler à son corps défendant, j'allais dire. Alors, oui, merci d'insister là-dessus, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas... dite encore, c'est que dans le fond, on est très inégaux devant la parole. On est très inégaux devant la parole. La parole, c'est aussi un des grands lieux d'injustice. Ah oui. Parce
parce que dans le fond, on l'a vu, c'est une arme. Elle est nécessaire pour plein de choses, pour trouver sa place dans la société. Notre parole, elle est faite de plus d'un héritage, de plus d'un legs, familiaux, sociaux, en l'occurrence, voilà Bourdieu, culturels. Et ces legs-là qui nous déterminent nous arment suffisamment pour affronter le monde avec la parole dont nous sommes doués. On a tous... La parole, c'est plein de codes. La parole, c'est plein de codes. Dès qu'on est dans un endroit, il faut s'approprier. Et qui n'a pas fait l'expérience de se trouver dans une occasion, dans une circonstance, dans un lieu où tout à coup, il est réduit au silence, la parole se dérobe à lui parce qu'il voit bien qu'il n'a pas les codes. Parce qu'il voit bien que dans le fond, il n'a pas eu les legs qui lui permettent cette aisance que donne la parole. Donc ça nous dit aussi quelque chose. Et ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens parce que c'est quand on est dans un milieu, par exemple, beaucoup plus cultivé que le vôtre, on peut se dire tiens, oh là, on parle de trucs, là, Schopenhauer, je sais pas de quoi on me parle, mais ça peut aussi être, moi, quand je suis à table avec mes ados, je comprends rien à ce qu'ils me racontent. Et je suis un peu... Mais si, parce qu'ils ont leur code, ils ont leur manière de parler, et leur parole, et leur force aussi. Moi, j'ai un ami, c'est une expérience très, très, très courante. J'ai un ami qui vient d'un milieu extrêmement modeste, qui a fait des études supérieures. Et quand il a fini ses études, l'une des phrases que lui a dites sa mère, et ça fait plus de 50 ans, donc il en garde encore la blessure, il a dit « Tu vois comme tu parles, maintenant tu n'es plus des nôtres. » Ça, c'est extraordinaire. Donc c'est une expérience. Ça veut dire, elle est extraordinaire cette phrase. Elle dit quelque chose de très très fort. C'est-à-dire que moi j'ai accepté de parler l'éloge de la parole et de faire l'éloge de la parole, mais j'aurais pu faire l'inverse. Bien sûr. C'est-à-dire que je lui trouve aussi beaucoup. C'est-à-dire que la parole, ça peut être un lieu de violence. Et là, ce qu'on découvre ici, c'est que c'est un lieu de discrimination. La parole, elle discrimine en réalité. Et Bourdieu nous dit qu'il y a plein de manières de discriminer par la parole. C'est de faire une allusion à une référence que personne ne connaît, de dire un livre que vous avez bien lu, alors que personne ne l'a manifestement lu. Il y a ce que parler veut dire, c'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il y a parler, et en fait, il y a souvent un deuxième discours qui est, pour reprendre les mots de Bourdieu, de se placer dans un champ social à un moment donné. Et j'ai une autre expérience comme ça. Vas-y. Un jour, j'étais comme ça, j'étais déjà un tout jeune prof. J'ai un coup de téléphone et quelqu'un qui était de ma famille enregistre le coup de téléphone pour me montrer après. Comment tu parlais? Ouais. Et c'était incroyable. C'était une langue incompréhensible. C'était une langue extrêmement codée. C'était une langue extrêmement fermée. Et j'en avais aucune conscience. Et mon interlocuteur n'en avait certainement aucune conscience. Et ce que Bourdieu nous raconte aussi, c'est que souvent on parle de la manière dont on imagine que les gens auxquels on aimerait ressembler parlent. C'est-à-dire que, par exemple, si Marc se dit jeune philosophe qu'il doit parler comme ça, c'est parce qu'il se dit que les philosophes auxquels il veut appartenir parlent comme ça. Exactement. Et donc, le perroquet est aussi là. C'est-à-dire que même quand il considère qu'il est libre, il est parfois perroquet. Voilà. Et ça me permet de rebondir en disant quelque chose. Depuis le début de notre entretien, on a beaucoup, dans le fond, parlé de la politique de la parole. C'est-à-dire que ce soit dans les régimes totalitaires, que ce soit dans la libération de la parole, donc la dimension politique de la parole. Mais moi, il y a une chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est l'idée que la parole, c'est le lieu de l'éthique même. De l'éthique, donc de la morale. L'éthique, oui, alors, en tout cas, d'une morale qui n'est pas d'une morale particulière, confessionnelle, mais l'attitude éthique vis-à-vis des autres, dans le fond, un comportement éthique, se traduit dans la façon dont on parle, dans la façon dont on s'adresse à lui, dans la façon dont on l'écoute, dont on lui répond. Je dis toujours que l'un des grands principes qui gouvernent les relations interhumaines, le grand principe éthique, c'est la responsabilité du soin, du secours et de l'attention qu'exige de partout et pour tous la vulnérabilité et la mortalité d'autrui. Ce soin, cette attention, ce secours,
ils se traduisent dans la parole. Oui. Ils se traduisent absolument dans la façon qu'on a de s'adresser aux autres, de les écouter, d'être attentif. Rien n'est... En réalité, on a tout le temps besoin. On parlait tout à l'heure de la parole comme consolation, mais on a tout le temps besoin de paroles secourables. Et les gens avec qui on vit ont tout le temps besoin de paroles secourables. Ont tout le temps besoin de paroles attentives. Donc, être avec les autres, c'est être capable de faire don de cette parole-là. Donc, la parole, c'est pas seulement... Le don de la parole, il est double. Le don de la parole, c'est pas seulement je te donne la parole, ce que tu fais depuis une demi-heure ou trois quarts d'heure. C'est aussi je te fais don de ma parole sans savoir que c'est un don, comme cette attention pour répondre à l'attention que tu demandes. Oui, parce que, et c'est intéressant dans ce que tu dis, c'est le don, c'est l'éloge de la parole et de l'écoute, donc du silence. Parce que si on ne s'écoute pas l'un l'autre, ta parole et la mienne, elle s'effrite. Et d'ailleurs, je reviens, on a terminé la parenthèse fiche philosophie, je reviens sur la libération de la parole. On a beaucoup dit, après la libération des camps, que les gens ne parlaient pas. Mais moi, j'avais envie de rebondir sur le silence, là, sur ce que tu viens de dire. Mais j'y arrive. Donc, libération des camps, les gens ne parlent pas, racontent pas. Et beaucoup disent, on ne parlait pas parce qu'on ne nous écoutait pas. Parce que le silence n'était pas là pour nous écouter. C'était un silence pour nous faire taire. C'est pas le même silence. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire sur le silence. Et c'est très bien qu'on y arrive, parce que comment parler de la parole sans parler du silence ? D'abord, on peut dire que le silence, c'est la condition de toute parole. D'abord parce que notre parole est faite de silence. Oui. Nous avons des silences qui séparent les syllabes, qui séparent les mots. Le silence, c'est la respiration de la parole. C'est beau ça. Le silence, c'est la respiration de la parole. Mais en même temps, le silence, c'est aussi parfois une façon de parler. C'est une façon de dire beaucoup de choses. Et là, il y a un récit que certainement beaucoup d'entre vous ont en tête et qui le dit admirablement. C'est le silence de la mer de Vercors. C'est-à-dire que ce silence-là, c'est un silence qui dit plus que n'importe quel mot. C'est un silence de protestation, d'indignation. C'est un silence de refus. Donc le silence, ce peut être aussi une parole. Dans le fond, une très grande parole. Voilà. Il y a, alors puisqu'on est ici dans un festival de cinéma, il y a un film qui m'a, moi, énormément marqué, que je n'arrive pas à revoir, donc si un jour il peut être programmé, ce serait génial. C'est un film de Robert Bresson, qui était quand même le grand cinéaste du silence et du silence. Il a fait 2 films à partir de Dostoïevski, et il y en a un qui s'appelle, je crois, La Douce, et qui est, dans le fond, l'histoire d'un couple qui... donc c'est tiré d'une nouvelle de Dostoïevski, et c'est un homme qui est au chevet de sa femme et qui cherche à reconstituer... sa femme s'est donné la mort, et il cherche à reconstituer, dans le fond, tout le mécanisme qui a conduit sa femme à ce geste fatal. Et c'est une histoire du silence. C'est une histoire du silence qui est d'abord un malentendu. Le silence peut exprimer la colère. Et puis, le silence s'installe. Et là, il est destructeur. Donc la parole, elle est structurée par le silence, mais elle est aussi hantée par la possibilité du silence. C'est-à-dire quand le silence s'installe dans un couple, c'est que ça va pas très bien. C'est vrai. Enfin, autant que je puisse l'imaginer. Et lorsqu'un silence s'installe entre des parents et des enfants, ou lorsqu'un silence, voilà, le silence, c'est une. Donc ça nous dit quelque chose sur la parole. C'est que nous avons besoin de la parole pour nous rassurer. La parole, dans le fond, c'est une façon que nous avons de nous assurer de la présence de l'autre. De nous assurer que, dans le fond, le silence, la distance, la disparition sont pas en train progressivement de ronger et de détruire la relation.
des questions, parce que la parole, elle doit circuler. Oui, tout ce que vous dites évoque comme une sorte de flow à l'intérieur, avec beaucoup de brassage. Et du coup, ce que je vais dire n'est pas forcément très cohérent, mais je vais le revendiquer. Donc du coup, l'éloge de la parole, pour moi, ça pose aussi la question de quelle est la fonction du pouvoir dans la parole, quelle est la place du genre dans la parole, quand est-ce que l'éloge de la parole réduit l'autre au silence. Enfin, c'est un grand débat du monde entier. Et du coup, là, moi, ça m'ouvre une porte de complexité. Et je ne sais pas comment penser ça. Mais la parole, c'est... Alors, on en a un tout petit peu parlé, mais vous me permettez justement d'en parler de façon plus claire. C'est très intéressant de faire le lien entre la parole et le pouvoir. Parce que, dans le fond, nous savons très bien que parfois, nous sommes dans des situations de parole ou confrontés à des paroles qui ne sont rien d'autre que l'exercice écrasant ou la manifestation écrasante d'un pouvoir. Et puisque vous avez parlé, évidemment, Fédéante, aux questions de genre, bien évidemment que la domination masculine et l'histoire de la domination masculine se traduit par des formes de confiscation de la parole. Elle est faite depuis le début de confiscation de la parole, que ce soit sur le plan politique, que ce soit dans l'intimité des foyers, que ce soit, dans le fond, la privation de parole allait de pair avec la privation de pouvoir, et donc avec des formes de soumission. Et donc il n'y a pas de pensée de la parole qui puisse faire abstraction du pouvoir qu'elle représente pour ceux qui s'en emparent ou qui pensent y avoir droit naturellement, et des formes de domination, de soumission et d'humiliation qu'elle entraîne et qu'elle implique. Donc ça, vous avez parfaitement raison de ce point de vue-là. Je permets d'ajouter une chose. Il y a quelques années, Michel Perrault, grande historienne des femmes, a raconté comment elle en était arrivée à pouvoir écrire l'histoire des femmes. Et elle a dit un truc qui va vous intéresser parce que ça correspond exactement à ce que vous venez de dire. Elle a dit, le pouvoir, il est détenu par les hommes. Les archives, c'est les hommes. Parce que la parole, c'est les hommes. Elle dit, heureusement, que les femmes écrivent plus que les hommes. Et donc sa source pour écrire l'histoire des femmes, c'est la correspondance. C'est très intéressant parce que c'est pas la parole formulée, c'est la parole écrite. Et donc ça raconte aussi un autre rapport à la parole, comme si l'espace public, tu parles de l'espace public, était saturé par la parole masculine. Il restait un espace de parole pour les femmes qui était la correspondance écrite. Et je trouve ça magnifique que Michel Perrault nous raconte que l'histoire des femmes, elle est possible parce que les femmes ont davantage écrit que les hommes. Je trouve ça très beau et ça, oui. Je pense que c'est une clé pour répondre à votre question. Et je vais rebondir là-dessus. Je crois que la politique a fondamentalement à voir avec le partage de la parole, avec la partition de la parole. Que c'est même l'essence de la politique. C'est-à-dire que la politique, c'est la reconquête, toujours, d'espaces de parole. Donc, les luttes féministes s'identifient à une conquête de la parole, une conquête du droit de parler, mais même indépendamment de ça, la politique est faite de tous ceux et toutes celles qui n'avaient pas le droit à la parole et qui se sont battus pour le conquérir, ce droit qui leur manquait, qui leur était confisqué. Et qui n'est pas encore totalement conquis. Il y a un concept que je vous donne la parole, que les féministes utilisent beaucoup, c'est le mansplaining. C'est une femme parle et un homme explique ce qu'elle a voulu dire. Ouais, c'est extraordinaire. C'est exactement ce que vous avez en train de raconter, madame. Alors, moi, je voudrais revenir sur l'exemple que vous avez donné avec Michel Perrault. Dans Mélancolie ouvrière, elle raconte quand même comment Lucille Baux a traversé la France en tant que syndicaliste et qu'elle est arrivée au congrès de la CGT et que, justement, personne, on l'a applaudi, mais on lui a pas donné la parole.
alors que c'était un mouvement d'émancipation à cette époque-là, la CGT. Mais sinon, ma question n'était pas celle-là. Je me permets de vous couper. Oui. C'est intéressant que l'expression « donner la parole ». Oui. Il y a donner et prendre la parole. Et elle n'a pas pu le faire, elle était la seule femme. Et, moi, je reviendrai sur ce que vous avez dit et l'association que vous faites entre parole et privation de la parole dans les mondes totalitaires. Et donc, moi, ma question, elle est, est-ce que nous, ici, dans un monde qui n'est pas totalitaire, on n'est pas aussi en situation d'être de plus en plus privés de parole? Et typiquement, les situations, c'est pour associer quand même l'éthique à la politique, puisque vous avez parlé de l'éthique de la parole et de la politique de la parole. Et typiquement, dans tous les métiers qui sont ces métiers de l'attention et du soin, je pense à l'éducation, je pense à l'hôpital, je pense à tous ces métiers-là dont on a beaucoup parlé pendant le Covid, mais dont on sait qu'ils sont très maltraités depuis très longtemps. Précisément, nous sommes dans un temps de la parole qui est de plus en plus compté. Et cette question-là fait que comment penser l'éthique de la parole sans l'asseoir sur des bases politiques qui rendraient le temps de la parole possible? Alors, c'est une magnifique question, c'est une question absolument essentielle. Et je pense que là, dans le fond, vous m'orientez, et c'est dommage qu'on n'ait pas encore 2 heures, parce que ce serait génial, vous m'orientez sur une question, puisque c'est vrai que je suis parti de cette expérience qui a beaucoup compté pour moi en URSS, hein, c'était pas prévu, mais ça s'est passé comme ça. Évidemment, je suis très attentif à tout ce qui fragilise la ligne de séparation entre les régimes autoritaires, totalitaires, et la démocratie, dont elle devrait rester par principe distincte. Et c'est ce qui me fait travailler en ce moment, de façon un peu pessimiste, je dois avouer, sur tout ce que j'appelle les usures de la démocratie. Et les usures de la démocratie, cette usure, alors pas toutes, prennent souvent la forme de réduction d'espace de parole, de réduction de temps de parole. Dans le fond, la démocratie, pourquoi est-ce qu'elle est liée à la parole? Parce que ce qu'on vient de dire essentiellement, c'est que s'il y a des paroles monolithiques, totalitaires, autoritaires, confisquant la parole des autres, ça suppose à l'inverse que la démocratie n'existe, elle, que dans le respect de la pluralité des paroles. L'essence de la démocratie, c'est le pluralisme. C'est l'égalité dans le pluralisme. Voilà. Et donc ça suppose de pouvoir donner la parole à tous. Ça suppose que les plus défavorisés puissent parler aussi, que les plus vulnérables aient la parole, que les émigrés aient la parole, que les gens les plus précaires aient la parole. Et dès qu'une politique, et je ne vais pas aller plus loin, dès qu'une politique commence, dans le fond, à contester, ou à menacer plutôt, ce pluralisme même, alors oui, vous avez raison, on rentre dans ce que j'appelle moi la zone poreuse entre la démocratie et les régimes dont elle devrait rester absolument distincte. Par exemple, alors là, c'est une question sur laquelle Thomas aurait probablement beaucoup plus de choses à dire que moi, mais par exemple, si on sent qu'à un moment dans une société, comme ça a été le cas en Russie, comme ça a été le cas en Hongrie, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, le pluralisme des médias est menacé, ou même supprimé, comme c'est le cas en Russie aujourd'hui, alors on sait qu'on a basculé dans autre chose, qu'on ne peut plus parler de démocratie. Quand on est dans un organisme collectif, quel qu'il soit, si à un moment une parole monolithique s'installe, empêchant toutes les autres de s'exprimer, on sait que le fonctionnement même de cette institution devient autoritaire et dysfonctionnel. Juste un aspect, un autre élément, un autre niveau de votre réponse, de votre question, pardon. Je ne sais pas si vous pensiez à ça, mais moi, ça m'a fait penser à ça. Je pensais à l'hôpital. C'est intéressant parce que ce que nous disent toujours les soignants, les aides-soignantes, les infirmières, c'est on n'a plus le temps de passer du temps auprès des malades. Et ça veut dire quoi, passer du temps auprès des malades? C'est leur parler. C'est pas seulement faire du soin, parce que ça... Et les écouter. Et les écouter. Ouais. Or, oui, ils ont le temps aujourd'hui de faire le minimum, c'est-à-dire le soin. Mais tout ce qui est autour du soin, et qui fait, je pense, on est d'accord, partie du soin, écouter et parler, ça, ils n'ont plus le temps. C'est peut-être à ça que vous faisiez allusion aussi, parce que moi, j'avais pas
c'est bien. En fait, c'est formidable la parole, parce que grâce à notre échange, on pense à des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé autrement. Monsieur. Moi, ma mère m'a dit, au fur et à mesure que j'avançais mes études, plus tu es intelligent, plus tu es bête. Ça ressemble un peu à ce que vous disiez tout à l'heure. Mais je m'interrogeais sur la parole, c'est peut-être pas sans lien. J'isolais trois éléments. La parole, il y a l'émetteur. Je ne sais pas si on parle plus aujourd'hui qu'avant. Il y a les moyens de circulation, ça, il n'y a pas de doute, ils sont beaucoup plus nombreux. Et puis il y a le récepteur qui m'intéresse dans ma question. Et on entend beaucoup l'adjectif inaudible. Et je trouve que on peut s'interroger sur pourquoi est-ce qu'une parole est inaudible. Alors peut-être parce que c'est le brouhaha, mais c'est souvent, ça vient de l'émetteur ou de tout ce qu'on imagine sur la personne autour de la parole qu'elle prononce. D'où elle vient, qui elle est, d'où elle parle. Et je voudrais vous entendre là-dessus. C'est vrai que trop de paroles peut tuer la parole. Exactement. Oui, ça c'est sûr, oui, c'est-à-dire qu'on peut être saoulé de la parole de l'autre, mais je voudrais rebondir sur cette question où vous dites, on entend dire parfois que la parole est inaudible, ça peut se dire d'un responsable politique, etc., etc., donc il est devenu inaudible, on ne peut plus l'entendre. Et ça nous dit quelque chose quand même, c'est que dans le rapport que nous avons à la parole de l'autre, à la parole que nous entendons, il n'y a pas seulement une adhésion intellectuelle. Il y a plein d'éléments qui sont intégrés. Il y a une adhésion intellectuelle, il peut y avoir une dimension affective, investie dans la parole et dans l'écoute de la parole, dans celle qu'on reçoit. Et puis il y a une dimension de croyance. C'est-à-dire que quand une parole devient inaudible, c'est que ta parole est inaudible, je ne peux pas la recevoir, personne ne peut croire ce que tu dis, personne ne peut te suivre sur ce que tu dis, on ne t'entend plus, on ne t'écoute plus. Donc ça nous indique quand même comment, dans le fond, tout ce qui se joue dans la parole est au cœur des relations humaines, dans laquelle les affects sont évidemment autant investis que l'intellect. On arrive doucement à la fin de cette rencontre. On a encore le temps de prendre 1 à 2 questions. Monsieur et madame, si vous voulez. Moi, je voudrais parler justement pas de la non-parole. Vous parliez du comportement éthique de la parole. Et je voudrais savoir votre analyse sur ce qui se passe aujourd'hui, sur le non-respect. Je prends l'exemple de Trump, qui va insulter ses adversaires, qui va dire n'importe quoi, et les personnes boivent ces paroles. Et aussi boire ces paroles, alors qu'elles sont complètement fausses, et surtout le non-respect, quoi. Il n'y a plus de comportement éthique de la parole. Ah, c'est intéressant, juste un mot là-dessus, parce que ça raconte quelque chose qu'on n'a pas évoqué, qui est le risque d'une parole trop libérée, en fait. C'est une parole qui ne serait plus contrainte, où ça serait une absolue libre parole. Et effectivement, là, on touche à un aspect qu'on n'avait pas évoqué, mais bien sûr, il y a des risques à ça. Mais vas-y. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, avec ces formes de populisme extrême, comme celui de Trump et comme il peut y en avoir ailleurs, c'est une libération de la parole, mais qui n'a pas du tout le même sens que celle qu'on lui a donnée précédemment, parce que, dans le fond, la parole, et c'est pour ça que c'était très important que vous utilisiez la notion de respect. Si on dit que, dans le fond, la parole nous est nécessaire pour vivre les uns et les autres, et que l'ensemble des relations qui nous lient les uns aux autres, à l'intérieur d'un foyer, dans un espace politique, mais aussi dans une institution, eh bien, est régi par les règles qu'on impose à sa parole, qu'il faut des règles minimales pour que la parole puisse effectivement eh bien, rendre ces relations vivables. Ce que cet affranchissement fait là, c'est de détruire toutes ces règles. Et donc, c'est plus une libération de la parole, c'est une libération
de la contamination de la parole par les passions les plus négatives. Dans le fond, ce qu'ont libéré ces passions populistes, c'est pas la parole. C'est la parole comme expression du ressentiment, de la haine, d'un désir de vengeance, etc., etc. Donc il y a une différence entre cette libération de la parole qui est de l'ordre du soin et cette libération de la parole qui n'a d'autre effet que de donner droit à ce que la parole ordinairement nous permet de contrôler, de refouler, de gérer, qui sont nos passions les plus négatives. Au fond, il y a une libération de la parole qui libère et une libération de la parole qui enferme. Exactement. Et est-ce qu'il y aura une dernière petite question, madame, et puis ça sera vraiment la dernière, je suis désolé. Oui, bonjour. Je vous remercie de cette intervention qui est vraiment très riche. Et je voulais juste compléter par rapport, lorsque vous avez dit que Hitler est arrivé avec la parole, mais ce n'était pas une parole, c'était une harangue. On ne comprenait pas un mot. Et en fait, lorsqu'on entend la langue allemande chantée par Dietrich Fischer-Dieskau ou Hans Hotter, on a une musicalité, on a une belle parole, c'est beau, c'est sensuel, c'est la vie finalement, alors que lui, quand on le voit sur scène, mais il fait peur, non seulement par sa gestuelle, mais aussi par sa parole, qui est beaucoup trop saccadée. C'est pas une parole, c'est une harangue. C'est hallucinant. Et puis, quant à monsieur Crépon, je voudrais dire, lorsque vous étiez en URSS et que votre parole était muselée, il y a quelque chose qui a dû vous construire, c'était le silence. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas parler, mais en même temps, vous avez emmagasiné ce qui faisait votre être profond, c'est-à-dire ce que vous aviez envie de dire. Et dans le silence, il y a cette phrase d'Alfred de Vigny qui dit « Dans le silence, on n'entend plus que l'essentiel ». Et au fond, vous, maintenant, comme ce que vous nous transmettez, il y a eu tous ces silences, toute cette parole qui a été muselée pendant ce temps où vous étiez dans un pays étranger. Vous ne pouviez même pas mettre un papier dans la poubelle parce que ce papier aurait été pris, lu, et le silence, finalement, pour avoir une belle parole, il me semble que cette parole, elle se construit sur nos silences qui sont internes, personnels, parfois douloureux, parfois gais, enfin, qui sont la vie. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces mots qui concluent parfaitement, je crois, notre échange. Merci à tous d'avoir participé à cette rencontre. Les livres seront signés dans un instant. Et merci infiniment à Marc Crépon pour sa présence à Montélimar. Merci à vous. Merci à vous.